Je suis donc chargée d'animer cette table ronde, donc je vais peu parler. Néanmoins, je vais expliquer un peu pourquoi on a choisi ce thème-là. Évidemment, il découle directement de la table ronde de ce matin sur la question des cahiers des charges, puisque je me souviens de discussions au sein du conseil d'administration de la FFCR et où les restaurateurs disaient globalement, quand le besoin est bien défini, c'est quand même beaucoup plus facile de répondre à la demande. Donc on a vu ce matin cette question de définition du besoin. Cet après-midi, on va parler de comment se faire accompagner pour définir ce besoin quand il y en a besoin. Et donc, moi, j'ai appelé ça assistance à maîtrise d'ouvrage. Alors, j'ai vu que ça avait sollicité beaucoup de questionnements, parce que dans ma tête, c'était une question au sens large dès l'instant où vous accompagnez un propriétaire de collection, un gestionnaire de collection à définir son besoin. J'ai considéré que c'était de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, même si le contrat qui est signé avec ou pas ne porte pas cette mention. Mais ce matin, Christelle Kreff a eu une expression que je vais lui piquer, c'est accompagnement et expertise. On aurait pu intituler cette table ronde ainsi. Et je vais donc les participants à cette table ronde ont été sollicités parce que précisément dans leur pratique, ils accompagnent en tant qu'experts à différents niveaux. Et donc je vais les laisser d'une part se présenter et enchaîner tout de suite sur dans leur pratique. Comment ils accompagnent en tant qu'experts à cette définition des besoins, mais peut-être pas uniquement, aussi au suivi, etc. Et donc, pendant notre préparation, on s'est rendu compte que spontanément, on avait adopté un certain ordre qui convenait très bien. Donc, on va commencer par Nicolas Bell, conseiller musée en Aquitaine. Oui, bonjour à toutes et tous. Nicolas Bell, je suis conseiller musée à la DRAC de Nouvelle-Aquitaine sur le site de Limoges. Mathieu Gilles, conservateur du patrimoine, je suis responsable de la filière peinture au département restauration du Centre de recherche et de restauration des musées de France. Bonjour, Pauline Elie, je suis chargée de la préservation, de la régie et de la conservation-restauration des collections au musée de Saint-Denis. Et Claire Brière, je suis conservatrice restauratrice de sculpture et ça fait quelques années que j'assure des missions d'AMO différentes pour plusieurs musées. Très bien, donc je commence. Donc, effectivement, on ne peut pas dire que le conseiller musée fasse de l'assistance à maîtrise d'ouvrage auprès des collègues, mais on peut effectivement parler d'accompagnement et d'expertise. Et en cela, je vais reprendre ce qui a été parfaitement dit par Suzanne à l'instant. Donc le conseiller musée, lui, son rôle, c'est de faire en sorte que tous les projets, toutes les envies des musées puissent obtenir une issue favorable et pleine de succès. Donc on accompagne les collègues au quotidien, on échange avec eux de collègue à collègue sur toute question concernant leur quotidien, donc y compris les projets de restauration. Donc nous, notre rôle, on est souvent très en amont dans le projet de restauration. Alors, il faut peut-être que je précise quand même, il faut relativiser, parce que quand on parle restauration, on pense tout de suite aux grands chantiers, chantiers de collection, chantiers de marché public, etc. Il faut quand même se souvenir qu'une bonne majorité des musées de France ne présenteront pas ou présenteront un dossier dans l'année qui vient. Donc, ce ne sont pas les mêmes échelles. Tous les collègues n'ont pas les mêmes besoins. Donc c'est à nous aussi d'estimer jusqu'où on doit aller dans l'accompagnement quand un musée nous sollicite sur un projet. Donc certains musées ne nous sollicitent pas du tout, on reçoit directement les formulaires. Donc là, je veux plutôt vous parler des collègues qui nous appellent pour nous demander conseil sur la manière de procéder, soit parce qu'ils viennent d'arriver, soit parce qu'ils ont un dossier un peu complexe. Donc nous, on essaie de les aiguiller au mieux, ne serait-ce que de leur donner la liste des restaurateurs habilités quand ils nous la demandent, en attendant la publication de l'annuaire en ligne. Ça peut passer également par des réflexions contextuelles, je dirais, du musée lui-même. Est-ce que c'est l'opportunité de telle restauration? Est-ce qu'il faut mieux pas lui dire de pondérer un peu son enthousiasme sur une œuvre et de voir s'il n'y aurait pas plutôt matière à s'intéresser à un ensemble d'œuvres?
de pondérer aussi les pressions qu'il peut avoir en matière de programmation culturelle, qui font qu'il va falloir restaurer en urgence des œuvres pour une exposition qui n'était pas forcément prévue l'année d'avant. Pondérer aussi en fonction des moyens budgétaires. Beaucoup de musées ont très peu de budget de restauration, voire pas de budget alloué, et après il faut le défendre en cours d'année. Donc moi je dirais qu'on essaie de débroussailler avec les collègues qui nous demandent de l'accompagnement, on débroussaille les différentes difficultés autour du projet de dépôt de dossier pour la commission. On peut aiguiller aussi vers du conseil expert, aiguiller vers le C2RMF sur un dossier qu'on identifie comme nécessitant des besoins d'éclaircissement sur les besoins. On peut aiguiller aussi en Nouvelle-Aquitaine sur un processus qu'a évoqué Caroline Papin en fin de matinée, qui est le comité technique pour les domaines peinture et art graphique du laboratoire de restauration de Niort. C'est aussi un outil très précieux pour l'aide à la définition des besoins. Donc on invite les collègues qui n'ont pas l'habitude ou qui ne savent pas exactement où ils veulent aller à apporter leurs œuvres au laboratoire de Niort pour que le comité technique puisse leur apporter des éclairages. Et je pense que Mathieu, vous en reparlerez juste après. Je voulais insister aussi sur la vertu pédagogique de la manière dont on organise la commission restauration. Le fait de pouvoir assister à une commission, soit parce qu'on vient d'arriver, soit parce qu'on a un dossier à présenter dans la journée. Voir les présentations des autres collègues, c'est toujours très intéressant. Et on voit qu'au fil des années, il y a quand même une montée en qualité des dossiers présentés. Donc je pense que quand on a la possibilité matérielle d'organiser les choses comme ça, c'est quelque chose de très positif. Dans l'accompagnement expertise, on a aussi la possibilité, sur un dossier un peu complexe, pour lequel il n'y aurait pas forcément la compétence dans les membres de la commission, on a la possibilité de faire appel à un expert lors d'une séance. Nous, on l'a fait il n'y a pas très longtemps sur des naturalia, où on avait demandé à une directrice de muséum de venir nous expliquer comment elle procédait à l'orientation de ses demandes auprès des restaurateurs. Et ça a tout à fait éclairé des dossiers pour lesquels on était un petit peu en manque de réponse. Voilà, et puis donc peut-être pour finir, on essaie aussi d'orienter les collègues vers de la formation, puisqu'effectivement très peu de responsables de nos musées de France sont passés par l'INP, donc ont une formation initiale, donc on est sur de la formation permanente. Donc l'assistance aux séances, ça peut être une façon de se former, mais c'est sûr qu'on est prêt à promouvoir toute initiative de formation en matière de connaissance de certains types de collections, collections textiles, collections contemporaines ou autres, qui permettraient de mieux ensuite exprimer les besoins dans les formulaires. Voilà peut-être ce que je peux dire pour commencer. Merci Nicolas. Alors au C2RMF, évidemment, nous, on va dire ce qui vient en premier en tête dans l'accompagnement des musées dans la définition du besoin, c'est la définition du besoin pour les œuvres qui viennent au C2RMF. On a à peu près, alors pour la filière peinture, on a 300 peintures par an qui sont actives. Ça ne veut pas dire qu'il y en a 300 qui arrivent chaque année, hein, mais qu'il y en a 300 qui sont en cours ou d'études ou de restauration. Je me tourne vers Mireille Klein au C2RMF, je crois que c'est 1 millier d'objets à peu près qui passent et qui sont actifs chez nous chaque année, donc pour lesquels on fournit du conseil et notamment ce conseil passe par la rédaction de toute la partie technique du cahier des charges pour la restauration à venir, puisqu'ensuite on organise en général la partie logistique des allers-voir qui se passe chez nous lors des consultations. Évidemment, quand il y a des équipes, des marchés mono-attributaires, là, les allers-voir sont simplifiés, mais il y a quand même un aller-voir pour qu'ils puissent faire leurs propositions. Donc là, on a un rôle vraiment d'accompagnement très dense, qui est chronophage, mais c'est le cœur de notre métier. Donc je pense que c'est ce que l'équipe préfère faire, à aider à définir le besoin, puis à accompagner le musée à choisir entre les offres qui sont faites, et après à accompagner le suivi de la restauration qui se passe dans les ateliers.
Alors évidemment, ça ne concerne pas toutes, ça ne concerne qu'une petite fraction des restaurations qui sont faites en France. Ce qui est peut-être assez peu su, c'est nous réalisons des missions en région pour aider à définir les besoins des musées. Donc, j'ai réalisé des missions à Poitiers, à Castres. J'ai des collègues qui sont allés à Samé. Je vois, voilà, en Hauts-de-France, la conseillère musée qui avait signalé ce sujet. Voilà, on va régulièrement. On est allé à Strasbourg, voilà, dans le cadre pour aider le musée de l'œuvre Notre-Dame dans le cadre d'une peinture qui avait brûlé il y a 60 ans et qu'on avait cru perdue, mais en fait, elle n'était pas perdue, elle était dans les combles. Donc voilà, on est allé voir sur place pour effectuer des préconisations sur le lancement de la restauration. Parfois, ces préconisations aboutissent sur une préconisation d'études préalables par des restaurateurs. Ça arrive assez fréquemment, pas tout le temps, mais ça arrive. Que ce soit chez nous, quand l'œuvre vient chez nous, parfois on considère qu'elle est très complexe et qu'elle nécessite une étude préalable à mener avant d'aller plus loin dans une intervention pour définir les objectifs faisables et réalistes et de les chiffrer aussi pour que le musée ait une boussole et voilà, des moyens d'évaluer si c'est faisable financièrement pour lui. Après, on accompagne également la définition du besoin dans des institutions plus éclatées. Nicolas a mentionné l'atelier de Niort, effectivement, une fois par an. Alors évidemment, c'est plutôt pour les musées de la région. Les musées apportent leurs œuvres à Niort, plutôt en décembre-janvier, et le comité technique se réunit. Alors je regarde Caroline Papin, voilà, qui est membre de ce comité, avec donc la conseillère musée, avec Laurence Lamy, la directrice du musée de Niort, et avec également plusieurs membres du C2RMF. Et là, les musées vont avoir apporté leurs œuvres et on va discuter des grands objectifs de la restauration. On va aller peut-être moins loin que, évidemment, quand l'œuvre est au C2RMF et qu'on a plusieurs jours pour écrire un cahier des charges. Là, évidemment, on a une journée pour voir une vingtaine d'œuvres, une trentaine d'œuvres. Je me tourne vers Caroline pour voir, mais c'est à peu près ça l'ordre de grandeur. Et ça donne, voilà, des grandes directions au musée pour qu'ils ne partent pas dans le décor avec des besoins qui seraient totalement inadaptés, enfin, ou des demandes qui seraient totalement inadaptées par rapport aux œuvres. Il y a un compte-rendu qui est rédigé, qui sert de trame au cahier des charges, et ensuite en commission, ça facilite souvent beaucoup le passage du dossier parce que tout est sur des bons rails. Il y a également la formation, on en a un petit peu parlé. Alors il y a la formation initiale qui a quand même pas mal évolué, la formation initiale des conservateurs à l'INP, puisque maintenant, dans le module conservation-restauration, l'ancien exercice principal qui s'appelait constat d'état, maintenant on s'appelle plutôt cahier des charges. Alors je me tourne vers Amélie parce qu'on le pilote à plusieurs, mais voilà, l'objectif c'est vraiment d'apprendre aux jeunes conservateurs à rédiger un cahier des charges au plus près des besoins de l'œuvre et d'apprendre à articuler leurs objectifs de restauration avec la nécessité de l'état de conservation de l'œuvre. C'est également le cas en formation continue, puisque l'INP organise en collaboration avec le C2RMF des formations continues. Vous avez les fondamentaux de la peinture, il y a également les fondamentaux de la sculpture. Je ne sais pas s'il y a des possibilités de développer sur d'autres techniques. Donc ce sont 3 jours de formation, c'est assez long quand même. C'est difficile de faire plus, bien sûr, qui vont être assez techniques. On va parler de restauration, un peu de définition de besoins. Et ces 3 jours sont complétables par un jour qui est uniquement consacré à l'organisation d'une campagne de restauration de peinture, et donc qui sont notamment centrés sur l'élaboration du cahier des charges. Voilà, je crois qu'on a un peu fait un panorama assez rapide de la manière dont le C2RMF peut accompagner les musées dans la définition d'un besoin par rapport à la conservation-restauration de leurs œuvres. Voilà, et donc le deuxième corpus
plus, je dirais, de cette table ronde, c'est les conservateurs-restaurateurs. Comment ça marche quand il y a besoin d'une expertise encore plus précise sur ces questions, avec le cas d'un conservateur, enfin, d'une conservatrice-restauratrice dans une institution, et comme on sait que ce n'est pas la majorité des cas de la profession, comment on fait avec les libéraux? Bonjour, donc moi je suis en poste à temps plein dans un musée de collectivité territoriale, et c'est un poste qui bien entendu est très polyvalent, mais qui garde une partie technique et pratique sur les œuvres, puisque je présente en commission scientifique de restauration à la fois les dossiers d'œuvres relevant du domaine des arts graphiques, dans le domaine dans lequel je suis spécialisée, mais aussi tous les dossiers des œuvres qui ne relèvent pas forcément de ce domaine, c'est-à-dire les peintures, les sculptures, les objets composites. Et dans ce cadre-là, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le terme d'expertise. En fait, j'apporte mon expertise à la responsable du service des collections et à la directrice du musée pour à la fois constituer un programme pluriannuel de conservation-restauration en dégageant des priorités en lien avec le budget, mais aussi préparer ces dossiers pour la commission, c'est-à-dire faire de la recherche de prestataires qualifiés et parfois spécialisés, parce qu'on trouve parfois aussi des spécialités dans les spécialités, et aussi rédiger le cahier des charges, le faire valider bien entendu par ma hiérarchie, mais ensuite le diffuser aux prestataires, recevoir les prestataires, faire les aller voir avec eux, donc aussi leur permettre de consulter les œuvres dans les meilleures conditions. On ne consulte pas un tableau accroché, on le décroche en avance. Voilà, essayer en tout cas d'adapter les conditions de visite et ensuite examiner les offres retenues et donner moi mon point de vue tout en commission interne au musée avec donc les responsables de collection. Au-delà de ça et de mon expertise au sein du musée, puisque je suis en fait agente municipale, j'ai pu être confrontée aussi à une demande d'autres services pour du conseil ou de l'expertise. Récemment, il y a eu un sinistre malheureusement dans un des locaux de la ville qui abritait une œuvre qui n'était pas affectée au musée, et j'ai pu me rendre sur place, les conseiller et surtout aussi les renvoyer vers les personnes les plus à même de répondre à leurs besoins, c'est-à-dire le bouclier bleu ou des conservateurs-restaurateurs, en les redirigeant pour le coup vers l'annuaire de la FFCR. Donc c'est vrai que ça permettait en interne de pouvoir réagir vite à une situation où tous les agents ne sont pas forcément formés à ce type de questions-là. Au-delà de ça, en interne au musée, ce qui est apprécié, je pense, c'est d'avoir cet œil-là pour pouvoir hiérarchiser en fait les interventions à prévoir en fonction des expositions, en fonction du degré d'urgence sur une œuvre, et de pouvoir aussi s'entourer des bonnes personnes, parce que c'est pas forcément parce qu'on a un conservateur-restaurateur à demeure qu'on ne va pas faire d'études préalables ou qu'on ne va pas consulter d'autres professionnels, puisque le rôle aussi, je pense, du conservateur-restaurateur en institution, c'est de aussi connaître les limites de sa propre expertise et de savoir aussi faire appel à ses collègues quand le besoin s'en fait sortir. Merci Pauline. Alors moi je suis conservatrice-restauratrice de sculpture, et ça fait presque 4 ans maintenant que je fais des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec 2 collègues, Camille Devilliers et Colombe Durel. Je les cite parce qu'on est souvent toutes les 3, pour différents musées. La première mission à laquelle nous avons répondu, c'était au moment du Covid, et donc c'était pour la maison de Pierre Loti à Rochefort, en Charente-Maritime. C'est une maison d'écrivains qui est en fait en travaux depuis X années, fermée depuis presque 10 ans, et qui avait besoin d'être accompagnée pour la restauration de ses collections mobilières. Donc il y a une architecte qui est en charge de la restauration du bâti et aussi de la restauration des décors
immeuble. Et donc, il y avait toute la partie des objets mobiliers dont il fallait organiser les restaurations. Et donc, voilà, à partir du diagnostic et des constats d'état et des budgets organisés, et ben, voilà, tout ce qui était cahier des charges, marché public, recrutement des restaurateurs spécialisés, donc l'allotissement, etc., etc. Et ensuite, suivi des restaurations. Donc ça, c'était la première mission à laquelle nous avons participé. On travaille aussi, je le dis au présent parce que c'est toujours en cours, pour le musée de Crépy-en-Valois, qui là, c'est un musée qui avait décidé de déménager toutes les collections non exposées, soit à peu près 7200 objets. Et la mission était de les accompagner depuis finalement l'aménagement et l'agencement de leurs nouvelles réserves externalisées, qui sont vraiment des locaux qui avaient été mis à disposition par la mairie. Donc le choix du mobilier, l'agencement, comment on répartissait les objets sur le mobilier, etc. Jusqu'à l'organisation du chantier des collections proprement dit, et le traitement même des collections infestées, puisqu'on a une grosse problématique d'infestation par des petits insectes xylophages et kératophages à Crépy. Et donc il fallait s'assurer que les collections que l'on déménageait étaient traitées avant d'être emmenées dans les nouvelles réserves externalisées. Et la troisième mission sur laquelle nous sommes intervenus récemment et qui est aussi toujours en cours, c'est pour le musée zoologique de Strasbourg, et qui, comme pour la maison de Pierre Loti, finalement, avait besoin d'être accompagné sur la restauration de ses collections pendant les travaux qui sont menés sur le bâti du musée pour nouveaux musées, nouveaux parcours, nouveaux discours. Voilà, donc collection à restaurer. Voilà, donc on a travaillé sur ces 3 projets, dont 2 sont toujours en cours. Il s'agissait à chaque fois de missions globales avec une finalité, un objectif très défini. On a été systématiquement recruté par appel d'offres et ça fait un bruit bizarre, non ? Non ? Ok, pardon. Et ça a pris des formes différentes, c'est-à-dire que pour le musée de Crépy et pour le musée zoologique, c'était des demandes par appel d'offres où finalement les objectifs, en fait comme un peu un cahier des charges d'une restauration, c'est-à-dire les objectifs des missions étaient donnés, mais c'était à nous de dire pour chaque étape finalement, enfin c'était à nous de phaser et de dire ce qu'il fallait faire à chaque étape et finalement de donner nos temps d'intervention pour chaque sujet. Les besoins en réunion, les besoins d'échange, les moments où il allait se passer des choses, les moments où on allait être un peu en attente, puisque 6 semaines de publication d'un appel d'offres, pendant ce temps-là, il ne se passe pas grand-chose, on attend juste les réponses. Enfin, voilà, de tout mettre ça par écrit, et ensuite de donner notre tarif, les temps d'intervention et les tarifs. Pour le musée de pour la maison de Pierre Loti, c'était un peu différent. Puisque notre mission est arrivée après une première AMO qui les avait déjà accompagnés pendant 3 ans et sur lequel ils s'étaient basés, eux, pour définir un besoin qui était de 35 heures par mois. Voilà. Ils savaient qu'ils avaient besoin de 35 heures par mois pour suivre tous leurs sujets. Donc, c'est ce qu'ils nous ont demandé de chiffrer. Voilà. Donc, ça avait pris des formes un petit peu différentes. Mais les 2 cas, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait 2 cas pour lesquels on était recrutés. C'était vraiment un accompagnement des équipes lorsque ces équipes pouvaient être démunies sur les sujets, soit parce que un agencement de réserve, c'est pas forcément évident de choisir le mobilier, de savoir comment on l'organise, etc. Et puis le deuxième cas, et c'était plus ça à Strasbourg par exemple, c'était un manque de temps. C'est-à-dire que sujet colossal à traiter. En interne, ils n'ont pas le temps, ils ont déjà énormément de choses à faire. Et pourtant, ils avaient une restauratrice Naturalia sur place, ils avaient un département de régie conjoint entre tous les musées.